Guy, qu'est-ce qui ferait de toi un aîné déniaisé? Un aîné de... Oh, mon Dieu, je suis pas aîné encore, là, dans ma tête. Mon corps, il est aîné, mais ma tête, elle a encore 40 ans. Tatou, que je viens de faire après l'âge de 60 ans. Ma maman ne voulait pas, fait que je l'ai respecté. Je fais de la moto, je joue des jeux vidéo, je fais partie de la communauté LGBT, LGBTQ+. Ouais. Puis je me tiens bien occupée. C'est important pour moi d'être occupée. OK, fait que vraiment un aîné déniaisé, j'aime ça. Quelle lettre de l'acronyme LGBTQ+, qui te représente? Elle. Elle. Oui. Toi? Il n'est pas dans l'acronyme, mais moi, ça serait P, pansexuel. OK. Fait que ça veut dire comme des gens qui sont attirés par la vibe, peut-être, des autres personnes. Okay. Fait que c'est pas par rapport au sexe ou à l'apparence physique, vraiment par rapport à la chimie qu'on ressent un envers l'autre. Alors voilà. Mais ça m'a pris du temps à réaliser ça. C'est très récent. Okay. Que je dis P. Avant, c'était elle, moi aussi. Mais il y a des choses qui se sont passées qui font que je pense que ça peut changer à travers le temps aussi. Oui, je pense que c'est ça qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la ligne, il n'y a pas de ligne. D'après moi, il n'y a pas de ligne. C'est tu vis qui tu es, puis tu rencontres qui tu rencontres, puis si ça clique, puis c'est merveilleux. Ça a changé depuis... Non, dans mon temps, on n'en parlait même pas, mais il y en avait juste 2. Exact. Il y en avait 2, puis on n'en parlait pas. Ouais. On cachait ça, puis on ne disait pas ça à personne. Aujourd'hui, je vois qu'il y a plus d'ouverture. Ça se vit bien? Ça se vit mieux? Je pense qu'il y a plus d'ouverture, mais je pense que même à l'interne, moi aussi, je pensais qu'il y avait juste 2. Tu sais, que, OK, tu pouvais être gay ou tu étais hétérosexuel. Comme le entre-deux, il était comme plus difficile, peut-être. Même si c'est plus accepté, je pense qu'à l'intérieur de soi, c'est difficile de vivre. Pas difficile, mais ça peut être mélangeant aussi, surtout parce qu'il y a moins de ressources, je pense, puis il y a moins de représentation de personnes qui sont bisexuelles ou pansexuelles, etc. Puis expliquer ça à ses parents, c'est compliqué aussi, je pense. Il aurait voulu que ce soit noir ou blanc. Oui. C'est ce que la société attend de nous. Oui. C'est la même chose. Moi, je pense que j'étais rendue à 21, 22 ans avant que je m'en aperçoive. Là. Quand j'ai compris, j'ai compris. Puis, oui, j'ai compris. Comment ça s'est passé? J'ai rencontré des femmes. J'ai rencontré un groupe avec qui je jouais à Balmol. Puis là, je me suis rendu compte que oui, c'était une préférence pour moi. Je me sentais beaucoup à l'aise. Puis ça a expliqué beaucoup ce qui se passait avec mes relations quand j'étais plus jeune. À la minute que j'étais avec un homme puis que ça venait trop proche, wow, attends une minute, tasse-toi, tu sais, c'est ça que j'ai fait. Mais avant de m'en apercevoir, après ça, il y a eu la période d'acceptation. J'ai été élevée avec des préjugés, donc essaie donc d'avoir des préjugés contre toi-même. Tu sais, mais un coup que cette démarche-là est faite, un coup que... Puis ça a été long, je pense, dans la famille, j'en ai parlé, je passais 30 ans. Oui, on cachait. Hein? Tu es en couple, tu veux un logement, tu prends 2 chambres à coucher, parce que là, personne ne pose de questions. Ça coûte cher être lesbienne. C'est ça. C'est en plein ça. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ouverture. Oui. Bien, c'est drôle parce que tu parles du sport, mais moi aussi, c'est dans le sport que j'ai rencontré ma première blonde, jouer au flag football. Puis là, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis moi aussi, il y avait beaucoup de personnes LGBT dans mon équipe et tout. Fait que ça... C'est drôle comment le sport, ça peut être un véhicule... de tout ça, puis de l'acceptation, puis de rencontrer aussi d'autres communautés. Ça influence-tu ton travail ou si c'est... Mon Dieu. 0. OK, parfait. 0. Du tout. En fait, mes parents, ils étaient inquiets au début. Ils me disaient, parle-en pas trop fort. Je sais pas, j'imagine qu'ils voulaient pas que ma vie soit plus difficile que qu'est-ce que ça pourrait déjà être, comme. Puis finalement, au travail, je travaille dans un bureau en ce moment. Je suis aussi entraîneur de ski alpin, j'étais entraîneur de flag football, je travaillais avec des enfants en garderie. J'ai vraiment pas vécu de stigma par rapport à ça. Au contraire, juste de la curiosité puis beaucoup d'enthousiasme à ce niveau-là. C'est tellement différent. Oui. Je te dis, dans mon temps, t'en parlais pas, tu le cachais. Moi, j'ai servi... dans les forces armées, puis dans les forces armées, tu n'avais pas le droit. Okay. Les homosexuels, on met ça dehors, donc on m'a mis dehors. Mais tu avais aussi la GRC, le gouvernement, il y avait toutes des... C'était pas acceptable, puis c'était à cause de la société du temps. La raison pour laquelle il était comme ça, je ne sais pas. Mais depuis les années 50 jusqu'aux années 90, les gens qui étaient homosexuels, tu mettais ça dehors, qui a été mon cas. À 25 ans, on m'a mis dehors des forces. Comment ils ont réalisé? Que m'a stoulé une petite fille jalouse. T'as stoulé. Mais parce que tu y avais dit? Pas une petite fille, là, une femme jalouse. Parce que tu y avais dit? Non, parce que c'était dans mon groupe que je me tenais avec. Oui. Il y en avait une là-dedans qui était jalouse. Puis elle savait que si
si elle disait que je n'étais pas me faire mettre dehors. Fait qu'elle a écrit une lettre au patron, puis dehors. Puis il n'y avait pas besoin de preuves, pas besoin de... Bien, là, ils font un interrogatoire. Ah ouais. Oui, oui, parce qu'il y avait un département complexe, c'était ça leur job, de trouver les gays puis de les mettre dehors. Ouais. Ça, donc, eux, ils faisaient des investigations. Là-dedans, dans l'investigation qu'ils ont faite de moi, ils ont sûrement fait le tour du monde qui me connaissait. Ensuite, j'ai eu un interrogatoire qui a duré très longtemps. Je ne veux pas mettre d'heures dessus, parce que j'ai une idée combien c'était, mais ça m'a pris une bonne journée. Jusqu'à temps que j'admette. Parce que puis j'ai longtemps pensé que j'aurais pas dû l'admettre, mais après ça, j'arrête, puis je me dis, attends une minute, tu faisais affaire avec des interrogateurs. En tout cas, avec eux autres, là, tu faisais affaire avec des professionnels. Fait que c'est sûr qu'ils savaient comment te faire cracher le morceau. Puis tantôt, tu as parlé des enfants, puis ça, c'est une des choses qui se sont servies contre moi dans les interrogatoires, parce que je m'étais occupée d'un groupe de jeunes sur une des bases. Puis ça, c'était même avant que j'avais réalisé que j'étais gay, lesbienne. Puis c'est ça, ils ont mis ça dans mon interrogatoire, quand ils m'ont interrogé. Ouais. Puis ils ont dit, ben tu sais, les jeunes, quand tu t'occupais d'eux autres, ils ont comme fait un lien qui était vraiment... Ça m'a choquée. Ouais. Puis je suis restée longtemps choquée après eux. Puis c'est là ma réaction qui a fait qu'ils savaient qu'ils m'avaient, là, tu sais. La bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui a fait un recours collectif contre le gouvernement. On ne parlera pas des sous, mais de toute façon, c'est public, puisque c'est le gouvernement qui a payé. Pas un gros montant. Mais ce que ça m'a donné le plus, par exemple, c'est quand tu te fais mettre dehors des forces, il y a une fierté d'être militaire, d'être, tu sais, tu fais partie d'un groupe, tu fais partie d'une mission commune, tu fais... Puis souvent, quand je voyais de l'émission, surtout pendant la COVID, on a vu qu'ils sont allés dans les CHSLD, tout ça, le cœur me pinçait. Là, Mon Dieu, j'aurais dû être là. Moi, ça aurait fait partie de qui je suis d'aider. Mais avec le recours collectif, il y a eu des excuses qui ont été présentées aux gens comme moi qui se sont fait mettre dehors. Il y a eu une reconnaissance qu'ils ont fait une erreur. Il y a eu, je l'ai ici, là, il y a une citation qui a été donnée, que quand tu as un uniforme, tu peux le mettre sur ton uniforme, mais moi, je ne porte pas d'uniforme, fait que je l'ai fait mettre là. Qui reconnaît le mal qui a été fait. Puis quand ils nous l'ont donné, la citation, le général qui est venu faire la présentation, il était vraiment honnête dans ce qu'il disait. Tu voyais, c'était vrai. Moi, dans ma tête, je dis, il y a quelqu'un qui a dit, tu vas aller à Montréal, tu vas aller donner des citations, puis que ça ne tentait pas, là. Mais non, il était vraiment franc dans ses discussions. Il a vraiment dit, on a perdu du bon monde, on s'est trompé, c'est une erreur. Fait que ça m'a ramené ma fierté d'avoir été militaire. Le même été, j'ai eu une invitation de marcher dans la parade Pride avec les militaires. Ah, mon Dieu, le bien que ça m'a fait. Il n'y a rien. Je m'en fous de l'argent, là. Il n'y a rien qui pouvait me remettre à ma place comme ça. Fait que, le bon côté, c'est que les bonnes choses qui ont été faites après ont eu un effet. C'est que les jeunes aujourd'hui, puis la société d'aujourd'hui est beaucoup plus ouverte. Pas tout le monde, on s'entend, mais beaucoup plus ouverte qu'elle était. Puis il y a des beaux changements qui sont arrivés. Ah ouais. Y a-t-il des moments où tu as senti que ta génération ne te comprenait pas en tant que femme lesbienne? Comment as-tu géré ça? Est-ce qu'il y a des moments... Non. Pas vraiment. J'ai vraiment la certitude que les problèmes de relations que je vis, les problèmes d'amitié que je vis, mes amis hétérosexuels aussi, on vit toutes la même chose. On veut tous se sentir aimés, on veut tous se sentir belles, on veut tous trouver la personne avec qui ça va fonctionner. Puis mes amis hétérosexuels, c'est la même chose. Puis on vit des problèmes, qu'on peut tout le temps trouver des points communs. Alors, je me suis jamais sentie... mal ou incomprise. Mais une chose que j'ai sentie, par exemple, c'est peut-être un manque de communauté, comme pas un groupe de femmes qui vivaient exactement les mêmes choses que moi. Mais non, j'ai pas vraiment vécu comme de sensation d'incompréhension totale de ma génération. Ça serait trop gros de dire ça. Toi? Oh, oh que oui. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que la façon que ça se gérait, c'était... Tu l'admettais pas, t'en parlais pas. Puis j'avais trouvé toutes les réponses clés, là, tu sais. Genre, pourquoi t'es sorti des forces? Ah, parce que je n'avais assez. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Ah, t'as pas de chum? Ben non, il y en a ben trop, puis ils sont tous trop beaux. Je pourrais en trouver un qui fait mon affaire. C'est qui, elle? C'est ma coloc. Ben c'est ça. On trouvait toutes des réponses ou des façons de pas l'admettre. J'ai vu les grands changements, avec les excuses au Parlement, c'est sûr, là, mais j'ai vu dans les jeunes une ouverture. Puis...
je connais des jeunes, un jeune en particulier que je le trouve très courageux et très brave de se vivre qui il est, tu sais. Puis moi, ça me montre qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, puis sa famille l'accepte, puis ses amis l'acceptent, puis tout le monde, tout est beau, beaucoup mieux que c'était. Le fait que j'ai été capable de faire la parade Pride aussi, de voir le nombre de personnes accueillant, puis le nombre de personnes qui vivent ouvertement leur sexualité, là, ou leur façon d'être, ça a changé beaucoup, beaucoup. Je pense que pour moi, ça fait pas très longtemps, mais quand j'étais au secondaire, comme ça a été mon hantise, là, dire aux gens que faisais partie de la communauté LGBT. Je pense qu'au secondaire, c'est comme, il y a tellement pas d'intimidation, mais peut-être de pression à être comme tout le monde, à féline, d'être dans un groupe, etc. Alors, il n'y a personne, moi, mettons, quand j'étais au secondaire, qui disait qu'il était gay ou lesbienne. Mais maintenant, quelques années après, quand même, là, j'entends des histoires de où je suis allée au secondaire, puis il y a plein de personnes dans la communauté LGBT qui le disent à voix haute, qui vont au bal des finissants ensemble, qui mettent l'uniforme des gars, par exemple, ou le contraire. Puis ça me rend vraiment heureuse de me dire que ça peut commencer encore plus jeune, quand on est en train de découvrir tout ça, puis au lieu d'attendre après, de le dire exactement quand que c'est en train de se passer. Alors moi, ça, je trouve que c'est quand même une belle évolution à ce niveau-là. Puis des choses qui continuent les batailles qu'on doit continuer à mener. Mais moi, je fais partie du Gris Montréal, qui est un organisme à but non lucratif qui fait la démystification des orientations sexuelles dans les milieux scolaires. Puis quand que je vais dans certains milieux scolaires, notamment à Montréal, sur l'île ou des fois en région, on voit qu'il y a encore vraiment beaucoup de discrimination, d'homophobie chez les jeunes, leurs parents. Je trouve ça vraiment difficile. Fait que je pense qu'il y a encore des luttes à mener, définitivement. Il faut juste, des fois, rentrer dans une école qui n'est pas familier, puis on va voir qu'il y a beaucoup de discrimination. Non, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Moi, je suis retraitée, donc j'ai beaucoup moins de contacts de ce côté-là. Mais je comprends, si on regarde des fois le climat politique actuel, là, il y a encore des combats à faire. Oui. Il y a encore garder une lumière sur ce qui est acquis, puis essayer de continuer à aller le chercher. Définitivement. Les rêves que j'avais pour ma vie amoureuse, bien, c'est peut-être cliché, mais ils restent les mêmes. Comme j'ai les mêmes rêves de trouver quelqu'un avec qui je veux me marier, je veux des enfants. Mais je pense que, puisque j'ai été en couple avec une fille pendant quand même longtemps, ma vision d'avoir des enfants, ça l'a changé. J'ai comme fait des recherches, j'ai vu comment c'était possible autrement. Puis puisque je l'ai vraiment accepté, puis je l'ai vraiment... ça pourrait être ma vie, bien, ça pourrait être ça, de cette façon-là, ou ça pourrait être avec un homme, comme ça dépend comment que ça se passe. Puis, mais je vois pas bien, clairement, il y a des différences au niveau procédural. Mais je pense pas qu'il y a des différences au niveau émotif. Ça va donner la même chose pour moi. Fait que j'ai les mêmes rêves. Ça n'a pas changé. C'est quoi être jeune pour toi? C'est de vivre tous les jours au maximum puis de faire tout ce que je veux, même si ça fait mal. On prend des Tylenol puis let's go. On prend des antidouleurs puis let's go. Là. J'adore Toi? Ça. Être jeune, pour moi, c'est quoi être jeune pour moi? Je pense que c'est être jeune d'esprit, être vif, avoir de l'énergie, mais de la vitalité dans son cœur, dans son âme. Ça n'a pas rapport avec le physique ou avec le statut social. C'est plus une affaire interne, 100% d'accord. Oui. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Comme ce matin. Je pleure tout le temps. Okay. Quand avez-vous pleuré la dernière fois? Ce matin, pour plein de choses. On dirait, je trouve que c'est pas facile à être dans le début vingtaine. Je trouve que c'est pas facile. Beaucoup de changements, beaucoup de stress, l'école, les travails, la société, savoir où notre place dans tout ça, pourquoi on est ici, c'est quoi le but un peu. Ça n'a pas rapport du tout avec l'orientation sexuelle. Ça a le rapport avec une quête interne, je pense que tout le monde vit. Puis je suis quand même proche de mes émotions, fait que ça me prend pas grand-chose pour pleurer. Moi, je pleure pas bien. Je pleure pas bien, mais je peux dire que la dernière fois, puis là, je m'en souviens parce que c'est récent, là, je suis allée à une activité de Vétérans Canada, puis avec tous les vétérans-là, moi, ça m'amène des grosses émotions. Et voilà. C'est la dernière fois que j'ai pleuré. D'être ému. Très ému, oui. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Quelle est la plus belle chose qui vient en vieillissant? Je voudrais dire pas être obligé de travailler, là. Ça, c'est sûr que c'est merveilleux. Mais le fun, c'est que je me lève le matin puis je décide qu'est-ce que je vais faire.
j'ai mal partout, mais je décide qu'est-ce que je vais faire. C'est bon. Puis là, je fais ce que ça me tente. J'aime ça. Ouais. Moi, j'ai apprécié beaucoup. Je trouve qu'on a eu un beau contact, une belle discussion franche. J'ai trouvé ça très intéressant de parler avec toi. Puis, comme j'ai dit plus tôt, j'ai beaucoup d'espoir avec les jeunes d'aujourd'hui. Pareillement. Puis j'ai vraiment apprécié ton histoire sur les vétérans. Puis je pense que ça mérite d'être approfondi encore plus. Et il y a beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Puis ça fait du bien aussi savoir de où, en tant que communauté, qu'on vient pour pas oublier, en fait, les batailles qui ont été faites pour avancer un peu en honorant tout ça. Alors, je pense que c'est important. Mais merci vraiment beaucoup. Oui, c'était le fun. Pour cette conversation. Oui. Merci, j'apprécie. Moi, je suis grande voyageuse, photographe de métier. Je suis militante pour une tonne de petites choses sur la planète. Je suis propriétaire de friperie. Je suis entrepreneur, au final. Oh. Mais tout ça finit toujours par se tricoter puis se rejoindre. Tu fais beaucoup de choses. Ouais. Je pense qu'on a des choses en commun, toi et moi. Ton tour. Alors, je m'appelle Normand Verdon. Je suis dans la vie guide et accompagnateur de voyage. Je suis aussi un grand voyageur personnel. Donc, je suis ce qu'on appelle un globe-trotteur. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois. J'ai visité plus de 100 pays dans ma vie. Alors, le voyage, c'est ma passion. J'ai toujours rêvé de voyager, puis c'est ce que je fais, je te dirais, à temps plein. OK. Voilà. Fait que là-dessus, on se rejoint, c'est ça aussi. On se rejoint beaucoup, ouais. Oui. Mais je fais aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui... je vais me définir comme un hyperactif, c'est-à-dire que je ne reste pas à rien faire. Il faut toujours que je sois très occupé. Je suis rendu à 73 ans, puis j'arrête pas, puis je vois pas encore le jour où je vais arrêter. Alors, je fais plein de trucs, je fais des conférences de voyage, j'écris des articles sur les voyages et je voyage beaucoup, autant en accompagnement de groupe et en guidage que des voyages personnels. T'en accompagnes encore oui. souvent? Ou... Oui, ouais. J'arrive à l'instant de la Louisiane et je repars pour l'Italie dans 10 jours. Alors, j'arrête pas, ouais. je voyage. Puis quand il y a moins d'accompagnement, ben je pars avec ma conjointe puis on s'en va un peu partout sur la planète. À date, comme je te disais, j'ai visité plus de 100 pays, largement plus de 100 pays. OK. Moi, je suis vraiment plate dans le fiche. J'ai jamais calculé. J'ai aucune référence. Je suis donc bien plate. Ouais. Mais bon, hein? Ben moi, ça fait pas mal longtemps que j'ai commencé à voyager. Je voyage depuis l'âge de 17 ans. Donc, ça fait 55 ans à peu près. Ça s'est beaucoup transformé à tous les niveaux. Évidemment, le gros changement, c'est Internet. Ouais. Anciennement, il fallait s'acheter des guides en papier qui n'étaient jamais à date. Alors, il y avait un tas de trucs à vérifier. Tu arrivais à un endroit puis tu ne savais pas trop où aller. Maintenant, par Internet, tu peux pratiquement faire tout le voyage avant de partir. Ouais. Alors, Internet a facilité beaucoup les choses. Comment ça s'est modifié aussi? Je te dirais que le voyage s'est beaucoup démocratisé. Ouais. Anciennement, je parle d'il y a 50 ans, peut-être 40 ans, c'était réservé aux gens aisés, aux gens qui étaient très en moyen. Maintenant, c'est rendu presque à la portée de tout le monde. J'ai commencé à voyager, ça fait 13 ans. Juste en 13 ans, je le vois aussi, comment que ça a été vite. Mais moi, maintenant, j'ai comme baigné là-dedans. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs que tu trouves à la facilité, justement? Oui. Oui. Depuis 2-3 ans, tu vas entendre parler d'un terme qui s'appelle le surtourisme, par exemple. Alors ça s'en vient à un point très négatif du tourisme. Ouais. Essentiellement, il y a trop de monde qui voyage. Puis on est tous coupables de ça. Oui. Toi puis moi, on est coupables de ça. Là. Des fois, dans mes voyages, j'ai des gens qui disent « Ah, les touristes, ils prennent trop de place. » Puis je suis comme la gang, on est des touristes. Et puis c'est assez étrange parce que depuis toujours, on disait que les pays voulaient attirer le plus de touristes possible pour avoir des revenus, évidemment, les hôtels, les restaurants, ces choses-là. Puis maintenant, c'est le contraire. On commence à voir arriver des endroits où il y a des pancartes disant « Touristes, retournez-vous chez vous. » C'est fou, hein? C'est le cas de Venise, c'est le cas d'Amsterdam, c'est le cas de Barcelone, entre autres. Puis il y a certains endroits, je pense à Venise, qui est peut-être la destination la touristique idéale, il y a tellement de monde qu'on ne voit plus beaucoup la ville originale. Ça appartient aux touristes. Ouais. Des vrais Vénitiens, il en reste de moins en moins. Puis la mode à Venise actuellement, c'est de transformer son logement ou sa maison en Airbnb. Ouais. Ils font beaucoup plus d'argent avec ça, mais les véritables Vénitiens, ils sont plus là. Donc, ça devient comme une espèce de musée qu'on va voir où il y a très peu de véritables résidents, ce qui enlève évidemment beaucoup d'authenticité à l'endroit. Heureusement, il y a des places que j'ai vécues dans les dernières années qui commencent à... pas les villes, tu peux pas limiter les gens, mais tu sais, les parcs nationaux, même aux États-Unis, là, ils ont commencé à limiter les accès, puis ça, je trouve ça merveilleux. Puis les gens qui
Je l'ai vécu, là. J'avais pas mon accès parce que je le savais pas. Je revirais de bord, puis comme la vie continue, tu sais. C'est le cas du Machu Picchu, par exemple, qui est un endroit pas mal extraordinaire. Eux autres, ils limitent le nombre de personnes. Venise pense à le faire aussi. Mais c'est une bonne chose. Pas plus que tant de touristes par jour. Et je pense que ça peut ramener aussi le privilège que c'est de visiter des endroits comme ça, de limiter puis d'avoir accès à ces endroits-là. Je trouve que ça peut ramener une valeur aussi de le voir, puis un privilège de voyager, parce que c'est un privilège, en fait, qu'on a justement avec tout ce qui s'est développé dans les dernières années, tu sais. Les réseaux sociaux façonnent-ils la manière dont vous vivez et partagez vos voyages? Oui, mais non. Dans le sens que je pense que les réseaux sociaux, c'est rendu une plateforme de publicité énorme, au-delà de partager le voyage. Exemple, avec l'agence de voyage, c'est sûr que nous, on va sauter sur l'occasion de partager en story ou des trucs comme ça, tu sais, toutes nos journées, nos voyages. Fait que c'est sûr qu'on va partager ça différemment. Au niveau personnel, je suis coordonnée ma chaussée, je suis photographe, puis je prends pas de photos en voyage. Tout est ici, tout est dans ma tête. Fait que cette réponse-là, pour moi, fameuse, je suis dans l'ère des réseaux sociaux, mais personnellement, je suis vraiment pas dans ce game-là. Là. Moi, moins que toi, je suis réseaux sociaux. Je suis pas tellement dans la génération de ça. J'ai un compte Facebook et puis je sais ce que c'est. Je fais pas beaucoup d'Instagram, par exemple. Puis moi, ce que je trouve, c'est que ça montre une image un peu trop positive du voyage. Oui. Ce qui fait que les gens, quand ils arrivent là, sont un petit peu déçus. Parce que la photo est toujours idéale, elle a toujours été prise au meilleur moment de la journée, quand il n'y a pas trop de monde, etc. Puis quand tu arrives sur les lieux, tu te dis, ben ouais, c'est pas tout à fait ça. Alors, je trouve que les réseaux sociaux montrent ça d'une façon un peu glorifiée, si tu veux, les voyages. On est dans l'air, là, beaucoup. Puis, tu sais, je veux dire, je fais partie de cette clientèle cible-là des réseaux sociaux qui le veulent. On est dans l'air de, justement, tout est beau, tout est parfait, mais tu sais, c'est d'essayer... Moi, je trouve, en tout cas, avec l'agence, justement, qu'on a repris les rênes, c'est de montrer, on essaie de montrer un petit peu plus... tout ce qui peut arriver. Le flat sur le bord du chemin, là, au milieu de l'Afrique, on l'a, là, tu sais. C'est là où je m'en allais avec cette réflexion-là. Comme guide et accompagnateur, je pars avec 20, 25, 30 personnes, quelque chose comme ça. Puis l'agence a mis les plus belles photos, a promis des choses, et puis la réalité, comme tu dis, n'est pas toujours là. Ça arrive le matin que quelqu'un se lève et que ça ne sera pas possible qu'il sorte du lit. Ça n'existe pas des voyages parfaits où il ne se passe pas des petites choses, un petit incident par-ci, quelqu'un qui va à l'hôpital, etc. Il m'est arrivé plein d'anecdotes moins le fun à raconter, puis ça, sur les réseaux sociaux, tu ne les vois pas. Je pense qu'on va découvrir des nouvelles façons de voyager, surtout des nouveaux endroits. D'abord, il y a des destinations qui étaient très populaires qu'on ne peut plus aller. La Russie, c'est le meilleur exemple. L'Ukraine, par exemple. Israël, par exemple. Alors, il y a un tas de destinations, mais c'est en train d'être remplacé par d'autres. Tu mentionnais la Namibie tout à l'heure. C'est en train de devenir sur la carte, ça, la Namibie. Ça devient de plus en plus populaire. C'est une destination qui, il y a 5 ou 10 ans, on n'entendait jamais parler. Et c'est la même chose des Balkans, par exemple. C'est la même chose des pays baltes, par exemple. Alors, il va y avoir des nouvelles destinations. Ce que je vois aussi, il y a de plus en plus de tourisme à thème, c'est-à-dire un voyage de yoga, un voyage sur les vins, un voyage gastronomique, quelque chose comme ça. Je pense qu'on s'en va là. Je pense aussi qu'on va plus approfondir le voyage. Quand j'étais jeune, tu n'as pas connu ça, mais quand j'étais jeune, c'était pas rare que quelqu'un allait en Europe et il faisait 6 pays en Europe. C'était très commun, ça, il y a 50 ans. Il faut dire que les gens, à l'époque, allaient en Europe une fois ou deux dans leur vie, c'était tout. Aujourd'hui, c'est impensable d'aller, de faire 6 pays en dedans de 2-3 semaines. Aujourd'hui, on va se concentrer pour plus approfondir, pour plus faire plus longtemps, plus dans le détail, si vous voulez. Je m'en vais en Italie la semaine prochaine et on ne fait pas toute l'Italie. On va juste faire le sud de l'Italie, la région de la côte amalfitaine et Rome. C'est tout. On n'essaye pas de tout faire puis de tout voir. L'Italie est un pays magnifique, il y a énormément de choses à voir, mais si tu essayes de tout voir, tu sais ce qui va arriver, tu ne verras rien. Tu vois tout, mais tu ne vois rien. Tu vas faire de l'autoroute puis tu vas être ultra fatigué. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va plus se concentrer. Je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de voyages qui vont être beaucoup plus conscients avec, tu sais, justement, pas beaucoup moins d'empreintes écologiques, beaucoup plus respectueux, si on peut dire, envers la place. On voit là, des histoires d'horreur, des pays, justement, des villes qui ont
qui veulent justement plus de touristes parce que c'était rendu épouvantablement sale et des trucs comme ça. Je pense qu'il va y avoir un beau tournant aussi là-dessus parce que les gens veulent faire plus attention, j'ai l'impression. Puis les villes, les pays, de justement être plus respectés à ce niveau-là, je pense que ça peut donner un beau tournant dans les prochaines années. J'ai une autre question. Dans ta génération, est-ce que tu te sens coupable vis-à-vis de la pollution des voyages? Oui. Moi, je vais t'expliquer grosso modo. C'est ça. Moi, j'ai une friperie, je suis militante, j'étudie beaucoup dans tout ce qui est de la mode, la surconsommation et tout et tout. Oui. Tout le monde qui me connaît dans mon entourage ou sur les réseaux sociaux, je fais mon épicerie à vélo, j'ai une grosse empreinte. Et quand que j'ai repris les voiles de l'agence, il y a eu une grosse polémique, si on peut dire. Il y avait beaucoup de gens qui essayaient de me prendre en défaut là-dedans. Puis tout est dans la surconsommation en général. Je veux dire, si tu vas 7 fois par année dans un tout inclus, versus aller 2 3 longs voyages par année, que tu fais attention, comme justement le Maroc, avec l'agence, on est tous hébergés par des petits locaux, des petits riads de gens locaux, versus on veut pas nécessairement aller dans des chaînes d'hôtels. Il y a tellement d'affaires qui peuvent, qui peuvent donner au final, pas meilleure conscience, mais un meilleur changement pour le mieux. Voyager, ça sera jamais écologique. Très écologique, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je t'avoue que je me sens un petit peu coupable. Les avions polluent beaucoup, les bateaux de croisière encore plus. Et puis, je fais beaucoup de croisières, je fais beaucoup d'avions, donc je me sens un petit peu coupable quelque part. Mais tu sais, je pense que c'est y aller... Parce que si on commence à se dire ça, on fera plus rien. Je serais même pas venue ici aujourd'hui, tu sais. Ouais. Ce que tu fais, c'est un peu qu'est-ce que je voudrais faire toute ma vie. Fait que je me dis... J'aimerais ça un jour être à ta place et parler à quelqu'un de 33 ans de tout ce que j'ai accompli, puis d'avoir la même... Tu sais, on a la même passion qui se transmet. T'en as juste beaucoup plus que moi présentement. Tu sais, t'en connais vraiment beaucoup plus. Fait que je me dis, c'est hot de savoir qu'un jour, ça pourrait être moi qui soit à ta place. Merci beaucoup, Marina. J'ai eu beaucoup de plaisir. Moi, ce que j'en retiens, c'est que je suis très surpris de voir qu'à la différence d'âge qu'on a, on n'est pas si éloigné que ça dans nos idées, finalement. Non. Tu sais, j'aurais pensé que quelqu'un qui a 40 ans de moins que moi, a d'autres considérations, a d'autres idées, puis finalement, on se rejoint pas mal sur plein de choses. Alors, ça a été fort agréable. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Au revoir.